Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc effectivement, comme le disait Aurélie, cette séquence a été parfaitement orchestrée et préparée par Edwige Coupé, et donc le texte et les questions ont été préparés par Edwige, je me permets de le souligner. Et donc s'il y a quelques digressions, ce sont des improvisations, et je te prie de m'en excuser. Voilà, je vais faire en tout cas de mon mieux. Quand la BPI et Citeco et plus précisément Agnès, Fanny et Aurélie et Ghislain m'ont proposé et m'ont fait l'honneur de me proposer d'être marraine d'un week-end dédié aux femmes et à l'argent, j'étais déjà méga honorée. Mais surtout, j'étais trop contente que ce soit un sujet qui fasse l'objet d'un week-end entier et pas juste une petite conférence dans un coin le 8 mars, et puis finalement, le 7 mars, on fait rien, et le 9 mars, on oublie. Je pense que la question de l'argent, c'est une question centrale dans le combat féministe, et en même temps, c'est une question qu'on n'aborde pas, que ce soit par pudeur, par... je sais pas, fait historique. En tout cas, la question de l'argent est assez souvent mise de côté. Quand j'ai commencé avec la newsletter des Glorieuses à calculer le moment où les femmes devraient s'arrêter de travailler du fait des inégalités de salaire, et donc à faire ce hashtag, c'était il y a 9 ans, on fait la 10e édition cette année. On parlait pas des masses d'inégalités salariales, ou en tout cas on disait que c'était un sujet secondaire. On disait que c'était un sujet secondaire en disant que le sujet principal, c'est les violences faites aux femmes. Je suis pas en train de dire que c'est pas le cas, c'est un sujet principal. En revanche, ça me permettait, et ça me permet depuis 9 ans de le répéter, si aujourd'hui, si on se bat depuis autant d'années, Floriane, Laetitia, moi, pour l'égalité salariale dans un premier temps, et puis pour l'égalité des richesses de manière plus générale, c'est pour garantir la sécurité des femmes. C'est pour faire en sorte que si jamais une femme décide pour une raison X ou Y qu'elle doit faire ses valises, prendre ses enfants et se barrer de chez elle à 4 heures du matin, à aucun moment je veux que la question de l'argent intervienne dans cette prise de décision. Et c'est pour ça qu'on se bat autant pour l'égalité salariale et l'égalité des richesses. Sur le papier, et c'est important de le rappeler, l'égalité salariale est obligatoire depuis 1972. Dans les faits, évidemment, on n'y est pas. Il y a plusieurs rapports qui sont parus ces derniers jours, le 8 mars oblige, qui permettent de mettre en lumière cette réalité des inégalités économiques et des inégalités de salaire. Il y a le chiffre de l'INSEE dans un premier temps, qui explique qu'il y a un écart de revenus entre les femmes et les hommes, tout revenu confondu et tout temps de travail confondu, de l'ordre de 24% sur l'année 2024. Les chiffres sont systématiquement publiés 2 ans plus tard. C'est pour ça qu'en 2026, on a les chiffres de 2024. Il y a un autre chiffre qui a été publié par l'APEC qui explique que cet écart de rémunération est de l'ordre de 16% pour les femmes cadres. Donc, elles sont évidemment payées 16% de moins que les hommes. Toujours pour continuer pour revenir à l'INSEE, il y a un écart de rémunération à temps de travail égal qui est de l'ordre de 14% entre les femmes et les hommes. Et c'est à ce moment-là où vous vous dites, ouais, mais bon, si elles faisaient les mêmes métiers, forcément, elles seraient payées la même. Eh ben non, sinon ce serait pas drôle. À travail égal et à temps de travail égal, l'écart de rémunération est de l'ordre de 5%, encore cette année. Et donc, j'ai commencé, évidemment, ma digression. Je te prie de m'en excuser. Avec moi aujourd'hui, Laetitia Vito, tu es essayiste, tu es autrice, tu es consultante, tu es spécialiste de la question du travail. Tu as travaillé avec de nombreuses organisations sur le travail des femmes, notamment avec la Fondation des femmes sur les femmes seniors et avec les Glorieuses sur notre rapport pour l'égalité salariale. Tu es the spécialiste sur la question du travail des femmes en France. Floriane, tu es directrice, je vous ai tutoyé, c'est ok. Directrice des affaires juridiques de la Fondation des femmes, et tu es notamment à la tête de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, qui œuvre à produire des chiffres, des données pour justement comprendre où est-ce qu'on en est de l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Donc la première question, elle était pour moi. Quel constat faites-vous ? Eh bien, je pense que je l'ai dit.
Je vous ai parlé des chiffres de l'INSEE, je vous ai parlé du 25%, donc l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il y a un dernier chiffre dont je n'ai pas parlé et qui est paru ces derniers jours, c'est un chiffre produit par la Banque mondiale qui explique qu'aujourd'hui dans le monde, il y a uniquement 4% des femmes qui vivent dans des pays qui leur garantissent une parfaite égalité économique. C'est-à-dire que 96% des femmes dans le monde, dont nous évidemment, on vit dans des pays qui ont certes proclamé sur le plan juridique non pas l'importance, mais l'égalité salariale. Et en même temps, dans les faits, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas d'institutions qui garantissent vraiment ces faits. Donc, d'un côté, on a un espèce de semblant de volonté politique qui ferait qu'on devrait mériter cette égalité salariale. Et dans les faits, il n'y a pas de mise en œuvre de politique publique qui nous permettent de faire en sorte que cette primo-volonté soit finalement effective dans la vie de tous les jours. Donc, il existe évidemment ces égalités salariales. Laetitia, tu constates avec tes travaux que ces écarts se creusent avec l'âge, c'est-à-dire que je pense qu'on peut parler d'ailleurs des travaux de Nan Goldin, de Claudia Goldin, économiste, prix Nobel d'économie d'il y a 2 ans, où elle montrait à très juste titre que au tout départ, c'est-à-dire que quand on rentre sur le marché du travail, il y a des inégalités de revenus, mais ces inégalités de revenus, elles sont plutôt dues à ce qu'on appelle, et on va revenir dessus juste après, le fait que les femmes et les hommes ne sont pas présents forcément dans les mêmes secteurs. C'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. Mais on va revenir sur cette question juste après. En revanche, ce qu'elle dit à juste titre, c'est que ces écarts se creusent au sein de chaque secteur au moment de l'âge du premier enfant. C'est là que les premiers signes d'écart de rémunération commencent. Et en fait, ça a effectivement ensuite des conséquences plus tard dans la vie, et notamment au moment des retraites. Alors, les chiffres que tu as... Bonjour à tous, pardon. Les chiffres que tu as cités, hein, les 24, 14, 5%, etc., en fait, ils sont choquants, ils sont énormes, mais ils ne sont rien en comparaison de ce qu'ils deviennent quand on avance en âge, et en particulier quand on regarde ce qui se passe au moment de la retraite. Au moment de la retraite, les inégalités entre les femmes et les hommes, elles atteignent quasiment 40%. Alors, on a progressé, c'était pire avant, hein, on a quand même progressé, mais ça reste absolument gigantesque. Et au-delà de la retraite, qui est ce moment un peu de passage à la caisse, hein, quelle pension on va avoir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans toute la carrière. Donc c'est un effet boule de neige qui inclut finalement tout le déroulé de la carrière des uns et des autres, et les écarts, les carrières hachées d'un côté, les carrières plus continues de l'autre, les passages à temps partiel, les passages, les épreuves de la vie qui vont, peser plus lourd sur les épaules, majoritairement sur les épaules des femmes. Et donc, ce passage à la caisse, évidemment, on est quasiment au double, hein, c'est pas 2 fois 24%, quand même pas, mais on est, voilà, et pour moi, je pense que c'est l'indicateur le plus révélateur pour cette raison. Et vu qu'on est une société qui vieillit, et qu'on vieillit, c'est intéressant de mêler l'âge et le genre dans l'analyse que l'on fait des inégalités de richesse, des inégalités de salaire et des inégalités de richesse au sens le plus large. Quand on regarde, alors j'aurais dû venir avec 2 courbes. Quand on regarde la courbe de revenu moyen au long de la vie pour un homme et la courbe de revenu moyen tout au long de la vie pour une femme, ce qu'on voit, c'est que les 2 courbes se suivent jusqu'à environ l'âge de 30 ans. Elles se suivent, il y en a une qui est un petit peu derrière l'autre, bien sûr, mais elles se suivent. Et ensuite se passe souvent l'arrivée, voilà, d'une première maternité qui va se caractériser au regard de la courbe par une espèce de chute très rapide, de chute de la falaise. C'est ce que les économistes, alors Claudia Goldin en parle aussi beaucoup, appellent la pénalité maternelle. Donc ce moment à partir duquel en fait vous avez un très grand coup sur la carrière, sur les revenus qui se produit. Qui arrive si on est mère ou pas d'ailleurs. Hein. Et qui arrive, alors effectivement, alors c'est moins brutal parce que justement, j'allais y venir, ce qui est intéressant, c'est après de regarder les écarts en fait par rapport à la moyenne entre femmes, et cela augmente, mais je vais y revenir tout de suite. Mais c'est vrai que les femmes
De toute façon, elle paye, elle paye même sans enfants. Et puis ensuite, on pourrait penser qu'après la pénalité maternelle, même s'il y a 2 enfants, eh bien que les choses reviennent un peu à la normale. Et en fait, ce n'est pas le cas. Les courbes restent durablement très, très en dessous des courbes de leurs homologues masculins en moyenne. Alors, encore une fois, c'est des moyennes. Les moyennes cachent énormément de disparités. Donc, ce qu'on voit, c'est des courbes masculines qui donc montent, continuent de monter, stagnent un peu quand même avec le temps, mais continuent de monter tout doucement, de manière assez linéaire, jusqu'à l'arrivée à la retraite. Et puis, des courbes féminines où on a cette espèce de chute, puis un plateau. Une espèce de plateau qui est vraiment très en dessous de la courbe masculine moyenne. Donc avec un décrochage très fort qui se produit et donc des écarts qui se creusent puisqu'il y a un plateau pour la moyenne féminine et la moyenne masculine continue d'augmenter, donc les écarts se creusent avec le temps. Chaque décennie, en fait, ça continue d'augmenter. Alors avec le rapport dirigé par Floriane, on avait des chiffres complètement frappants, c'était entre 40 et 60 ans, on perd, c'était combien 157 245, quelque chose comme ça, euros, entre 40 et 65 ans. Ça fait beaucoup, ça fait un petit appart, enfin en tout cas un bon coup de pouce pour l'appart. On a 8 000 euros de perdus à chaque bougie, à chaque anniversaire. Donc voilà, c'est des chiffres comme ça un peu choc qui montrent bien qu'il faut croiser les deux. Mais, et j'en reviens à ce que tu disais, Rebecca, à propos des femmes sans enfants, évidemment, on n'a pas tous des enfants et on n'a pas toutes les mêmes épreuves de la vie. Donc, en fait, cette courbe moyenne de décrochage, c'est une moyenne entre des femmes qui vont, par exemple, avoir des enfants, avec un handicap, et puis, par la même occasion, un parent qui a une maladie neurodégénérative et donc une impasse à temps partiel, ou qui, en plus, sont... Alors là, on prend les scénarios où on cumule, on va dire, les difficultés. En plus, sont dans des métiers qui vont être usants et donc vont ne pouvoir continuer à les faire qu'à temps partiel. Et donc, ces femmes-là se paupérisent en avançant en âge. Et puis d'autres, il y en a d'autres qui ont des carrières continues, qui arrivent à rester à temps plein. En particulier en France, on a une préférence pour le temps plein. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont des carrières continues à temps plein. C'est pour ça que les inégalités à la retraite ont quand même malgré tout baissé. Et c'est une bonne chose. Les baby boomers, je ne sais pas s'il y a des boomers et des boomeuses parmi vous, mais les boomeuses, c'est vraiment la première génération à avoir eu beaucoup de femmes qui ont eu des carrières complètes. Donc ça, là, on a des vraies retraites. On a du patrimoine, surtout pour les boomers et boomeuses. On a du patrimoine qui a été accumulé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette moyenne, ce qu'elle masque, c'est des inégalités entre femmes qui sont très importantes et qui ont tendance à se creuser. Donc, vous avez des femmes qui ont des retraites OK, bon, moins bonnes que les hommes quand même, mais des retraites OK, des carrières continues, et puis d'autres qui se prennent des métiers difficiles où elles vont finir par être usées, elles vont se retrouver ni en emploi ni en retraite, vont cumuler les épreuves, les difficultés, etc. Et puis, on va dire, absorber une charge de travail gratuit pour les autres, pour la communauté, parfois pour elles-mêmes, par les épreuves qu'elles traversent, et qui vont, elles, être complètement décrochées. Et donc, au-delà des inégalités à la retraite, il y a un autre indicateur qui est très intéressant, ce serait, et ça c'est difficile de se le procurer, l'évolution des écarts par rapport à la moyenne, ce qu'on appelle pour les matheux, ce qu'on appelle l'écart type, c'est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne. Et cela augmente et c'est visible par l'indicateur suivant qui est les femmes qui vivent déjà aujourd'hui avec des très très petites retraites, moins de 1 000 euros par mois. Donc il y a eu aussi une note dirigée par Floriane sur la retraite. Il y a beaucoup de choses en commun d'ailleurs avec le coût de la seniorité, où on a à peu près un bon tiers des retraités en France qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Et je ne vais pas vous surprendre quand je vais vous dire que les 3/4 de ces retraités sont des femmes. Elles sont des femmes qui ont cumulé toutes ces difficultés, pendant que d'autres ont réussi. Donc voilà, en fait, à travers plusieurs indicateurs, on a un peu une visualisation de ce qui se passe. Je trouvais ça important de commencer par parler de retraite avant même de parler d'égalité de salaire, parce que, comme tu le disais très justement, c'est le moment où on passe à la caisse. Et c'est le moment, par ailleurs, où on est de plus en plus vulnérable. C'est ce que tu développes dans la note sur la question de la seniorité. Et donc, effectivement, toi, tu as commandé cette note sur la question de la seniorité, sur la question des retraites. Ça va
qu'est-ce que, déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu te concentrer sur cette question-là? Effectivement, on a ce chiffre qui est complètement aberrant, qui a été réaffirmé d'ailleurs par l'INSEE il y a quelques jours, le 40%, l'écart de rémunération des pensions est de 40% entre les femmes et les hommes. Pourquoi est-ce que ça t'importait que la Fondation des femmes se saisisse de ce sujet? Et pour toi, c'est quoi l'enjeu de faire en sorte que ces 40% arrivent à 0%? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et simplement quand même dire que je suis ravie d'être ici. Aussi revenir quand même sur ce titre de ce week-end Femmes et argent, un pouvoir à soi. Et je crois que vraiment tout y est. C'est-à-dire que l'argent, pour les femmes, c'est un pouvoir. L'argent, c'est un pouvoir. Et c'est aussi pour ça que c'est un enjeu. Et que c'est toujours subversif encore de parler d'argent des femmes. À la Fondation des femmes, nous aussi, on a 10 ans. On s'est créé là, on vient de souffler nos 10 bougies cette semaine. On s'est créé avec ce constat que vraiment, finalement, on n'avait pas d'endroit ou de cause ou d'organisation vers laquelle se tourner lorsqu'il s'agissait de donner à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis, on a aussi agi pour que, justement, en tant que fondation, on est quand même un organe financier, on lève des fonds, c'est notre métier. Alors évidemment, on en tire des enseignements, on en tire des recommandations pour les politiques publiques, et puis une certaine savoir, justement, de cette question de l'argent et des femmes, et dont on voit à quel point il est encore subversif et encore secondaire, puisque pendant longtemps, extrêmement longtemps, le salaire des femmes, ça a toujours été un salaire d'appoint. Ça a même été un salaire qu'on décourage, puisqu'il y avait... dans une de nos notes, il y a Hélène Périvier, économiste féministe, qui nous inspire beaucoup et qui rappelait qu'entre 41 et 77, il y avait une allocation familiale, je ne sais plus exactement comment elle s'appelait, mais en fait, on reversait aux mères de famille qui ne travaillaient pas un salaire. Et lorsqu'elles avaient 3 enfants, c'était l'équipe au sein des familles. Donc vraiment, on revient de loin. On revient de cette notion de salaire d'appoint, salaire petit salaire. Donc on a tout ça à construire. Et c'est vrai que vous avez rappelé toutes les deux ces chiffres des inégalités salariales. Nous, il y a un autre chiffre que je ne cesse de rappeler s'agissant de pourquoi on a créé en 2022 cet observatoire de l'émancipation économique des femmes. C'est que finalement, toutes les femmes ne travaillent pas en France, que certaines travaillent dans des secteurs où on ne peut pas comparer leur salaire à celui de collègues masculins, parce que d'ailleurs, pour une grande partie, tu parlais de ségrégation professionnelle, c'est vraiment ça. On oriente vraiment les femmes vers des métiers du soin, du lien, qui sont des métiers extrêmement importants et en même temps extrêmement dévalorisés, en tout cas financièrement. Et donc, finalement, il fallait aussi, et c'est ce à quoi vous vous interrogiez dans votre dernier rapport des Glorieuses sur les inégalités de richesse, il faut poser aussi la question des inégalités de richesse entre femmes et hommes, y compris des femmes qui ne travaillent pas. Et en fait, pour ça, un autre angle d'approche qui est intéressant, c'est la question du couple hétérosexuel. Donc, qui est encore une majorité qui est aujourd'hui en tout cas une majorité des femmes et des hommes qui sont dans un couple hétérosexuel. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en France, dans 80% des cas, c'est les conjoints qui gagnent plus que leur conjointe, et que cette moyenne, elle est de 40%. Et donc, en fait, l'écart de revenus le plus fort, finalement, on ne le trouve pas au sein des entreprises, on le trouve au sein des couples. Et ça, nous, ça a été aussi un point de départ. On a réfléchi à ça avec aussi Lucille Quillet, qui a écrit donc un livre qui s'appelle Le prix à payer sur le coût justement des femmes au sein du couple hétérosexuel. Et donc, quand on gagne 40% de moins que son conjoint, on n'est quand même pas dans la meilleure des positions pour négocier en fait l'égalité à la maison. Quand on gagne 40% de moins que son conjoint, on n'est quand même pas hyper bien positionné pour dire oui, mais est-ce que tu peux t'arrêter autant que moi? Est-ce que ce soir qui va chercher les enfants à l'école? On est quand même, est-ce que tu peux raser le lave-vaisselle? On est clairement dans une position qui est défavorable. Et donc, ce qui se passe, ce qu'on observe statistiquement et qu'on voit aussi dans les familles autour de nous, c'est que les femmes en fait compensent cette inégalité de salaire, cette inégalité de revenus. Elles le compensent par du travail gratuit. Pourquoi on a voulu s'intéresser à la retraite et à la seniorité? Désolée, moi aussi j'ai dégraissé. Donc au sein de cet observatoire, ce qu'on a voulu documenter, c'est toutes ces raisons qui font que aujourd'hui, à ce moment charnière qui est la retraite,
on a ce 40% d'écart qui, d'ailleurs, si on le tourne différemment, c'est ce que font les autrices de la note, le coût de la retraite, le coût d'être retraité qu'on a publié en octobre. Ça veut dire que si les femmes ont un revenu de 40% inférieur à la retraite aux hommes, c'est-à-dire que les hommes ont des retraites supérieures à 60% de celles des femmes. Ce qui est aussi une autre façon de tourner les choses. Et donc, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est détricoter toutes ces raisons, toutes ces accumulations de facteurs, on a commencé à en parler, qui viennent montrer un peu des bascules dans la vie des femmes et qui créent aujourd'hui statistiquement le fait que les parcours de vie des femmes sont différents, et ça, elles le payent vraiment souvent de différents prix. Elles le payent avec leur travail gratuit, elles le payent avec leur mise en danger financière, avec leur vulnérabilité financière. Et comme tu le disais aussi très justement, avec cette idée à la Fondation des femmes, on agit aussi beaucoup pour la lutte contre les violences faites aux femmes. On appelle les politiques publiques à mieux financer la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est important de penser les choses non pas en silo comme on peut le faire aussi un peu. Je crois que la ministre des droits des femmes, traditionnellement, moi j'ai travaillé pour une des ministres des droits des femmes, donc elle reçoit d'un côté les assos violences et puis de l'autre côté les assos, les réseaux égalité pro, puis on pense pas les choses ensemble. Alors qu'en fait, quand on gagne 40% de moins que son conjoint, qu'on a 3 enfants, qu'on a à temps partiel, comment on part de chez soi si on vit des violences? Et ça, c'est vraiment la question à faire comprendre aussi ce pourquoi on agit aujourd'hui, c'est de dire agir pour l'émancipation économique des femmes, c'est c'est aussi agir contre les violences. Et on a choisi ce terme d'émancipation économique. L'émancipation, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup traditionnellement dans le secteur féministe. C'est un peu l'objectif du féminisme aussi, cette libération des femmes, cette autonomie. Et aujourd'hui, ce qu'on fait avec cet observatoire, c'est ça, c'est documenter ce qui empêche, ce qui entrave cette émancipation. Et donc, on s'est, parmi les différentes notes qu'on a publiées, on s'est un moment intéressé à la seniorité, où on a pu voir que les femmes, si elles ont, une fois qu'elles ont passé les enfants, toute une partie de choses qui peuvent leur amener à réduire en fait leurs revenus, et ben quand bien même si elles sont en entreprise et qu'elles sont passées au-delà de tout ça, on va leur appliquer une pénalité liée à l'âge, et c'est ce que montre Laetitia dans sa note qu'on a publiée l'année dernière, dont on est très fiers. Tu as relevé un point qui est hyper important et que j'aimerais bien souligner, c'est la question que, effectivement, quand on est dans un couple où on gagne sensiblement moins que son conjoint, on est évidemment beaucoup plus à même de potentiellement subir la violence de son conjoint à un moment donné dans son couple. Et nous, à ce sujet, on a fait une étude, c'était en 2023, sur la question des violences économiques conjugales. On a publié les premiers chiffres sur les questions des violences économiques conjugales. Dans un premier temps, on a mis en lumière le fait que 96% des violences conjugales commencent par une forme de violence économique. Donc l'idée, c'est de dire non pas si jamais on se concentre uniquement sur la question des violences économiques, on arrête toutes les violences, mais que si jamais on identifie davantage les violences économiques, ça permettrait de faire en sorte que certaines femmes ne se retrouvent pas dans des situations de violence psychologique ou physique encore plus graves que les violences économiques. Et l'autre élément qu'on a mis en lumière dans cette étude, c'est qu'elles sont beaucoup plus à même de subir ces violences économiques si elles gagnent sensiblement moins que leur conjoint. Et donc effectivement, c'est leur permettre d'avoir, au-delà de l'empouvoirment et de l'émancipation, ça leur permet d'avoir une forme d'intégrité, tout simplement, de leur personne. Tu as évoqué le fait que le but de l'Observatoire, c'est de faire en sorte de prendre notre situation aujourd'hui pas comme une situation acquise, mais justement de questionner les différents éléments qui font qu'aujourd'hui, cette égalité des richesses n'est pas effective dans notre société. Où est-ce que ça remonte, ces inégalités? Il me semble que tu as parlé de Moyen-Âge, avant même. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, je ne suis pas du tout historienne, mais ce qui m'intéresse quand je lis les historiens et les historiennes, c'est à quel point on est obligé d'être très humble par rapport à l'histoire. Et que, évidemment, quand on regarde les 300, 400 dernières années, voire un peu plus, c'est-à-dire depuis la Renaissance, force est de constater que ça remonte à loin et que les inégalités par rapport à l'accès au pouvoir économique, à l'argent, elles ne datent pas d'hier, évidemment, mais que quand on remonte plus loin, c'est-à-dire quand on remonte à cette longue période qu'on appelle le Moyen-Âge, voire encore plus loin à la préhistoire, en fait, on ne sait pas très exactement quel était à différents moments le niveau des inégalités entre les hommes et les femmes. D'abord parce qu'on manque évidemment d'indicateurs, on n'avait pas d'INSEE.
Et puis ensuite, parce que l'interprétation que l'on fait de documents historiques ou de différents objets ou voilà en archéologie, elle est souvent faite avec les lunettes d'un historien qui regarde avec les yeux de son temps. Donc un exemple très classique que vous avez peut-être déjà entendu, c'est les préhistoriens du 19e ou du début du 20e siècle, que des hommes, hein, on va pas y aller par quatre chemins, qui étaient pas franchement féministes, on va dire les choses comme ça aussi, et qui, voyant des sépultures, vous voyez, des sépultures richement ornées, avec des armes qui restent encore en très bon état, bien qu'elles aient des milliers et des milliers d'années, eh bien ils en ont conclu de manière absolument évidente qu'il s'agissait de guerriers, d'hommes, voilà, d'hommes de pouvoir importants, etc. Et ce constat, ils l'ont fait sur beaucoup de choses, beaucoup voilà, de traces historiques, en se disant, c'est les hommes qui ont le pouvoir économique, donc ces traces-là nous indiquent que les hommes avaient encore plus de pouvoir économique. Et puis on a développé comme ça des clichés, vous savez, sur l'homme des cavernes. Donc l'homme des cavernes, il va chasser, la femme des cavernes, elle s'occupe des enfants, elle est à la caverne, et puis l'homme, quand il revient avec le beefsteak, il saisit sa femme par les cheveux, il la tire en dehors de la... Voilà. Et toutes sortes d'interprétations ou de clichés qui devrait nous laisser un peu sceptiques parce qu'en fait, les femmes chassaient, parce qu'il se trouve que certaines de ces sépultures, quand on a eu les outils pour faire des analyses ADN, on s'est rendu compte que les guerriers étaient des guerrières, qu'il y avait des femmes. On s'est rendu compte que la chasse n'était absolument pas réservée aux hommes, la cueillette n'était pas non plus réservée aux femmes, que c'était beaucoup plus complexe que ça, surtout beaucoup plus contrasté, donc dans la période de la préhistoire, et idem sur la période médiévale, qui est très très longue, où il y avait énormément de contrastes et où il y avait des moments où il y avait un certain pouvoir économique, alors certainement pas égalité, mais un certain pouvoir économique de la part des femmes, qui avaient aussi des traditions artisanales qui étaient dans les mains des femmes, qui avaient, voilà, là aussi, selon les époques et les moments, énormément de contrastes, et que en fait, on doit être très humble et probablement il a existé des sociétés matrilinéaires, celles dans lesquelles le pouvoir et en particulier l'argent se transmet de mère en fille. Il y en a eu, on a des traces historiques là-dessus. Il y a eu des périodes aussi dans notre histoire qui ont été pas si défavorable pour les femmes et que donc l'histoire n'est absolument pas linéaire. Donc autant j'adore quand on a des rapports et des newsletters avec des chiffres forts qui nous disent il nous faudra encore 150 années, 137 années, 162 années pour arriver à l'égalité au rythme où vont les choses actuellement. C'est important, ça marque les esprits et tout, mais c'est à prendre avec des pincettes évidemment parce que il y a deux choses qui sont comment dire, à discuter autour de cette manière de parler de l'histoire et de l'économie. C'est que d'abord, c'est jamais linéaire, ça n'augmente pas au même rythme. On peut avoir des grands sauts. On pourrait tout d'un coup avoir l'égalité dans 5 ans, en fait, et pas dans 162 ans. Donc ça n'est pas linéaire, il y a des sauts. Et puis ensuite, ça ne va pas vers plus d'égalité. Il n'y a pas de destin historique qui nous amènerait à aller toujours vers plus d'égalité. C'est-à-dire qu'on peut retomber dans des périodes de très fortes inégalités, de domination totale. On n'est pas du tout à l'abri de tout perdre. Voilà. Donc, l'histoire, elle fait ça. Et puis, en plus, elle fait ça de manière des courbes différentes d'un pays à l'autre et d'une société à l'autre. Donc, à la fois, ça nous invite à beaucoup d'humilité. Ça nous dit que tout est culture, ou en tout cas, dans ce rapport à l'argent, il y a tellement de contrastes entre les sociétés et les périodes de l'histoire que tout est possible. Donc, c'est à la fois positif. Et puis, à la fois, ça devrait nous donner un petit frisson le long de la colonne vertébrale parce qu'on peut aussi absolument tout perdre. Et ça ne va pas vers plus de progrès. Il n'y a pas de grands soirs où tout ira mieux, même dans 162 ans pour nos arrière-petites-filles. Non, pas forcément. Eh bien, c'est super. C'est cool, tu nous donnes la pêche dont on a besoin pour avancer.
À ton tour, s'il te plaît. Alors, si ça pourrait être un chouïa plus positif. C'est ça. C'est vrai que sur l'histoire, la vision féministe nous apprend aussi que à déconstruire, à revoir, quand on chausse les lunettes féministes, on lit les choses différemment et puis on apprend surtout à questionner qui parle et quel historien, exactement comme tu le disais, de quel monde il parle. Nous, c'est vrai que c'est difficile de rebondir sur cet état d'esprit, sur cet état des lieux déprimant, mais néanmoins, alors, à la Fondation des femmes, on n'a pas tout à fait, en tout cas actuellement, et voilà, mon truc est tombé, c'est pas grave, le même constat, on n'a peut-être pas la même profondeur historique, mais en tout cas, on a sorti un baromètre du féminisme il y a quelques jours, sur lequel on a justement interrogé les Françaises et les Français sur leur rapport au féminisme et leur rapport aux droits des femmes. Et ce qu'on voit, et ce qu'on avait déjà vu l'année dernière, c'est que, nous en tout cas, ce qui nous donne espoir, qu'on va continuer à gagner. Parce que il y a effectivement, le fond de l'air est frais. Effectivement, depuis ne serait-ce que l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump au pouvoir avec toutes les grandes directives qu'il a prises, de l'interdiction aux entreprises américaines de faire de la politique d'égalité et d'inclusion, toutes ces choses qu'on a construites collectivement, un peu brique après brique, et qui iront dans ton sens du jour au lendemain, tout peut tomber. Ça crée de l'inquiétude et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter dans ce qu'on appelle un backlash, d'un retour de bâton contre les progrès gagnés quand même ces 10 dernières années en matière, depuis MeToo, depuis il y a quand même vraiment eu un vent de prise de conscience globale sur la situation des femmes, les droits des femmes. Est-ce que ça a été efficace ou pas? Je pense que, nous, on pense que ça a été efficace. Ce qu'on voit quand on pose la question aux Français et aux Françaises, c'est que cette année, c'est vrai qu'ils sont inquiets d'un retour en arrière sur les droits des femmes et donc l'égalité. Ils sont plus nombreux à être inquiets. Ils sont environ 30% à considérer que les droits des femmes sont en danger en France et c'est 20% de plus que l'année dernière. Donc ce constat, on est beaucoup à le partager. Néanmoins, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est 66% à considérer favorablement le féminisme. Et ça, c'est un chiffre qui ne bouge pas. Ça veut dire que pour nous, quand même, le féminisme, le mouvement de l'égalité, c'est un mouvement révolutionnaire qui n'a pas fait de mort. C'est un mouvement qui a progressé, qu'on peut remonter évidemment à plusieurs centaines d'années, mais en tout cas 100 ans, mais même plusieurs centaines d'années au moins. Si on considère les écrits de, j'ai oublié son nom, mais Olympe de Gouges par exemple. Olympe de Gouges, et puis je pensais à une béguine, bref, là, ce qui a écrit La Cité des femmes, une historienne, Christine de Pisan, merci. Mais en tout cas, depuis les années 70, il y a quand même vraiment globalement ce mouvement de révolution, et notamment de révolution économique, avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail, et ça, au fond, c'est une révolution de fond qui fait du bruit, qui en fait pas, et qu'on voit positivement. Donc, on s'accroche à ça, en tout cas, pour considérer qu'on va continuer à aller vers le progrès, quoi qu'il arrive. Ensuite, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait dans cet observatoire, c'est remonter, alors un peu moins loin que toi, mais on voit quand même à quel point notre système d'aujourd'hui, il est façonné par une mentalité qui est dépassée. Il a été façonné par cet héritage d'après-guerre, c'est Hélène Périvier qui en parle très bien, et donc de cette politique familialiste où après 45, c'est on encourage les femmes à retourner au travail, on encourage les hommes à aller au travail, tout le monde doit faire des enfants, et ça c'est aussi des discours qu'on peut penser aujourd'hui, où on entend quand même vraiment cette panique nataliste, cette panique démographique. Et on pense vraiment comme condition sine qua non la solidarité familiale, le fait qu'au sein des couples, on est solidaire, et c'est pour ça c'est à partir de ça qu'on construit tout notre système d'aide. Donc si on verse une aide à quelqu'un, ça dépend du salaire global du foyer. C'est aussi comme ça qu'on pense notre système fiscal. Donc on déclare, dès qu'on est en couple, on déclare ses impôts ensemble, et s'il y a un plus petit salaire, on prend la totalité des revenus pour donner un taux d'imposition, et donc la conjugalisation de l'impôt. Et tout ça, c'est une strate fiscale, sociale, administrative très forte, qui inspire encore aujourd'hui très fortement nos administrations et nos politiques sociales, et qui en fait doivent être remises en question. Et nous, ce qu'on voit dans notre observatoire, c'est qu'elles
viennent vraiment défavoriser les femmes. C'est-à-dire qu'une de nos toutes premières notes avec l'Observatoire, elle s'appelait « La dépendance économique des femmes, une affaire d'État ». Et on venait montrer ça, comment finalement toutes ces aides qui sont conjugalisées défavorisent systématiquement les femmes. Parce qu'en fait, donc, pour vous dire, ce système, il est inspiré par ce principe de solidarité familiale, mais la réalité après les années 80, et c'est qu'on s'est dit, non mais en fait, on est féministe, on est moderne, on arrête de se marier, c'est chacun pour soi, et puis on paye 50-50 au resto. Sauf que quand on paye 50-50 au resto, mais que monsieur gagne 3 000 € et que madame gagne 1 500 €, est-ce que c'est juste ? Je sais pas, je pense que non. Et du coup, c'est un peu ça aussi, c'est qu'on dit, on a cru adhérer à cette grande valeur de modernité, de se dire, allez, on arrête le mariage, qui est une institution certes patriarcale, moi je suis la première à le dire, mais qui permettait cette redistribution des richesses en son sein. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où les femmes, juridiquement, elles sont plus vulnérables parce qu'elles sont moins mariées, elles bénéficient moins de cette situation redistributive au sein du mariage. On se sépare plus tout en continuant des comportements qui leur sont extrêmement défavorables. C'est-à-dire que tout en continuant à se mettre plus à temps partiel dès qu'il y a des enfants, donner plus de temps donner plus de travail gratuit. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que il y a les comportements plus autonomes et individuels mettent en question, en fait, nos politiques qui existent. Et donc, par exemple, c'est vraiment le cas d'une jeune étudiante qui se met en couple avec un jeune professionnel, et ben elle va, du fait de cette conjugalisation, elle va perdre les APL. Mais est-ce que aujourd'hui, pour autant, du fait des mentalités, ils vont se dire, et c'est ce qu'on voit pas en fait, et ils vont se dire, ah bah attends, t'as plus les APL, on compense. Non, on reste dans cette idée de faire 50-50, de se dire que c'est ça l'égalité. Et ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il n'y a pas d'égalité si derrière, en fait, il n'y a pas d'équité et qu'on n'a pas d'égalité réelle et économique. Je sais pas si je me suis fait comprendre. C'est très très clair. Si vous êtes intéressé par ces questions-là, je vous encourage vivement à suivre une femme qui s'appelle Héloïse Boll sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qui fait beaucoup de pédagogie financière et qui milite beaucoup pour la notion justement d'équité, au-delà que de la notion d'égalité, notamment Oseille et compagnie. Pour Instagram et la newsletter aussi, Oseille et compagnie de Héloïse. Exactement, ouais, c'est ça. Ah, c'est Oseille et compagnie, je croyais que c'était son nom, Héloïse Boll. Alors, si on tape Héloïse Boll sur Instagram, on la trouve. Et le compte Instagram s'appelle Oseille et compagnie. Je crois que si on tape Oseille, on tombe tout de suite sur elle. D'accord, ok. Comme Thune tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Tu as évoqué 2 points qui sont centraux, je trouve, au-delà de la notion d'équité pour comprendre les inégalités de salaire et des inégalités de richesse et faire en sorte que ça n'existe plus. Le premier, c'est la question de ségrégation professionnelle qu'on a déjà un peu abordée et sur laquelle on va revenir. Et la deuxième, c'est la notion de travail gratuit aussi sur laquelle on va revenir. La question de la ségrégation professionnelle, donc c'est ce dont on avait parlé il y a quelques minutes, c'est le fait que les femmes vont être beaucoup plus nombreuses dans certains métiers et les hommes vont être beaucoup plus nombreux dans d'autres métiers. De manière très concrète, ça veut dire notamment que les femmes représentent 96% des sages-femmes en France. Donc les sages-femmes, ce sont des femmes et des hommes qui mettent les enfants au monde. Elles représentent 76% des institutrices et 92% du corps infirmier. Si jamais on veut généraliser un peu les métiers où les femmes sont les plus nombreuses, ça va être les métiers du soin, les métiers de l'éducation, les métiers finalement de la transmission. Et ça me fait penser à cette anecdote que si vous étiez là à la conférence sur Virginia Woolf et l'argent, donc je l'ai déjà dit, mais je me permets de le redire, c'est une anecdote sur une anthropologue qui s'appelle Margaret Mead, qui est décédée aujourd'hui. Et c'est une anecdote qui a été relatée par un de ses étudiants, en revanche, quelques années après sa mort. Donc, je ne sais pas à 1000% si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais elle fonctionne grave bien pour notre argumentaire, donc je vais la dire. Un de ses étudiants lui aurait demandé, dans un cours, si elle pouvait dater les débuts de la civilisation. Et elle a répondu « tout à fait, il s'agit de
blablabla. J'avoue, je me souviens plus de la date exacte, mais c'est pas le sujet. Elle explique en revanche qu'elle a pu comprendre que c'était le début de la civilisation parce que c'était daté de ce moment-là un fémur qui était réparé. Et donc, elle explique que ça lui permettait de comprendre qu'à à ce moment donné, il y a une personne qui s'est fait mal, pardon, et il y a une autre personne qui a décidé de la soigner, qui a décidé d'aller lui chercher à manger, de faire en sorte qu'elle se repose jusqu'à ce que ce fémur soit réparé. Et finalement, ce qu'elle explique au travers de cette anecdote, c'est qu'une société peut se définir et se qualifier de société dès lors que les individus en son sein prennent soin des uns des autres. Et ce que je veux dire par cette anecdote, pour faire un lien avec la ségrégation professionnelle, c'est que aujourd'hui, les métiers où les femmes sont les plus nombreuses, donc les métiers du soin, les métiers de l'éducation, donc les métiers où on transmet nos valeurs, on transmet notre histoire d'une génération à une autre, ce sont les métiers qui nous permettent à nous d'avoir la chance de pouvoir se définir comme société. Et donc, je suis absolument contre tous ces discours qu'on peut entendre dans l'espace public qui disent aux femmes, mais si vous voulez gagner plus, vous devriez être plus ingénieur, vous devriez être plus dans l'intelligence artificielle. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les ingénieurs ou l'intelligence, enfin un peu, mais c'est juste qu'en fait, on s'en fout de ces métiers. Les métiers dont on ne se fout pas, c'est les métiers du soin, c'est les métiers de l'éducation, c'est les métiers où les femmes sont présentes. Et c'est pour ça que je milite aussi activement pour qu'il y ait une reclassification des métiers en France, pour qu'il y ait une revalorisation des métiers où les femmes sont les plus nombreuses. Et aussi pour dire, c'est pas le choix des femmes qui est mauvais, c'est leur rémunération qui convient pas et qui n'est pas à la valeur du travail qu'ils fournissent dans notre société. Voilà. Si vous vouliez dire quelque chose sur la question de la ségrégation professionnelle, mais c'est un truc qui m'importe énormément, notamment le 8 mars, on entend tous les discours de si vous voulez gagner plus, en fait, faites des meilleurs choix. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un discours qu'il faut qu'on arrête d'avoir dans notre société. Et peut-être même pour aller encore plus dans ton sens, c'est d'aller jusqu'à inciter les garçons à aller vers les métiers du soin, parce que c'est ça aussi qui rendra le monde meilleur, qui les rendra meilleurs. Ils auront, en plus minoritaires dans des métiers où il y a pour l'instant une écrasante majorité de femmes. En général, ils ont des bonnes carrières. Il y a ce qu'on appelle l'ascenseur de verre par opposition au plafond de verre, c'est-à-dire qu'ils sont promus plus rapidement, ils vont être bien traités, contrairement aux clichés sur les femmes se crêpent le chignon, sont méchantes et un environnement. Enfin voilà, pas du tout en fait. Quand on est un homme en minorité dans un monde professionnel dominé par les femmes, on a une bonne vie professionnelle. Et puis, on sera capable de répliquer ça, d'être un rôle modèle aussi pour les autres garçons. Les petits garçons à l'école sont ravis quand ils ont un instituteur, sont ravis quand ils ont des maîtres, des professeurs hommes. Ils ont soif de ça, ils ont soif de modèles dans le soin. Donc, on a besoin d'eux pour ça. Et on a besoin d'eux pour ça, enfin, parce que il y a plus de chances que cette revalorisation se fasse plus vite s'il y a plus d'hommes dans ces métiers-là. Et dernière raison, c'est les métiers qui recrutent le plus et dont on va avoir le plus besoin dans un contexte de vieillissement démographique. Oui, pour rebondir, complètement d'accord avec vous. C'est vrai que c'est très joli la façon dont tu le formules et on est très tout à fait d'accord. C'est finalement les femmes continuent de s'occuper de ce dont on a le plus précieux et en effet, nous aussi, on est pour une revalorisation de ces salaires. Je crois qu'il y a un cercle vertueux qu'on ne cesse de défendre, de dire en fait, si on revalorise les métiers, par exemple, en effet, du soin à domicile, des crèches, qui sont des secteurs en tension, on a du mal à recruter parce que les rémunérations sont très basses alors que c'est une forte pénibilité qu'on ne veut pas voir puisque c'était métier occupé par les femmes. Typiquement, les crèches, il y a 160 000 parents qui n'ont pas de solution de garde pour leur enfant quand il vient de naître et je crois 220 000 places en crèche qui manquent. Et en fait, ces places en crèche, ces 160 000 parents, c'est des mères qui renoncent probablement à des carrières, à des métiers. Et donc, c'est là aussi où on voit ce cercle vertueux qui pourrait se créer. C'est-à-dire qu'en fait, si on rend ces métiers plus attractifs et on plaide vraiment pour ça, il faut agir sur l'attractivité des métiers féminisés, et finalement, on viendra aussi répondre
à des sujets pour les autres femmes, celles qui ne sont pas dans ces secteurs ou qui ont besoin de faire garder leurs enfants. Et puis, on agira globalement pour l'émancipation économique de toutes et l'autonomie indépendante. Et c'est pour ça que quand on entend aussi ces discours sur la natalité, qu'il y a ce rapport qui nous dit on va donner 250 € par femme, enfin par famille tous les mois, on passe complètement à côté du sujet. Et puis, dernier truc, c'est aussi si on veut, pour rebondir sur la natalité, c'est vrai que si on veut aussi que les Français fassent plus d'enfants, puisque a priori c'est ça la préoccupation des politiques aujourd'hui, même si je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le sujet, il faut aussi permettre aux hommes de se saisir de ces temps précieux de famille. Il faut aussi agir sur le temps domestique, puisque tu parlais du travail gratuit. C'est vrai qu'aujourd'hui, 72% du travail domestique est effectué par les femmes. Donc, il y a vraiment une immense inégalité gratuite. Et si on valorisait, dans une des notes, on le cite, c'est l'association Parents et Féministes qui a fait ce travail de imaginer que tout le travail effectué par les femmes, donc c'est 72% de travail gratuit, si on le facturait, je crois que ça serait, je crois que ce serait plusieurs milliards, ça compterait pour plusieurs milliards dans notre PIB. Et ça, c'est aussi vraiment changer de lunettes et voir ce travail. Parce que les femmes, c'est vrai qu'elles s'évincent du marché professionnel, enfin du monde du travail, elles gagnent moins d'argent, elles s'épuisent dans leur métier et à la maison, et à la fin on arrive aussi à ces situations à la fois de femmes ni en emploi ni en retraite, comme tu parlais dans la note, de femmes qui ne peuvent plus travailler, et ou de toutes petites retraites au moment de la retraite. Sur cette question du travail gratuit, mon amie Marie-Éloi, qui va intervenir dans la prochaine table ronde, a fait le calcul du nombre d'années qu'une femme et qu'un homme consacrent dans sa vie au travail gratuit. Donc, le travail gratuit, c'est quoi? C'est le travail domestique, le travail parental. Elle a calculé qu'au cours de sa vie, une femme va consacrer 12 ans, pardon, pas 12 ans, je raconte n'importe quoi, 18 ans au travail domestique, donc en cumulé, au travail gratuit. À votre avis, ouais, on va poser la question, à votre avis, combien de temps un homme consacre au cours de sa vie donc à ce même travail domestique et parental? Donc une femme 18, un an, ouch, faut changer de mec là. 5 ans, 6 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a un écart de 12 ans que les femmes consacrent entièrement au travail gratuit. Donc, c'est un travail évidemment qui n'est pas rémunéré. C'est un travail qui ne sert, qui pas du tout. Voilà, elles vont pas du tout passer à la caisse justement au moment de la retraite. Et c'est quelque chose sur lequel finalement notre société capitaliste libérale repose et prend ça pour acquis pour faire en sorte ensuite de continuer, et que justement cet écart type de rémunération continue de grandir entre les femmes et les hommes. Et pour revenir à Virginia Woolf, elle a publié un texte, donc c'est pas un lieu à soi, mais c'est 10 ans plus tard, en 38, dans 3 Guinées, où elle propose une idée révolutionnaire par rapport à ce travail gratuit, c'est de faire en sorte que l'État rémunère ce travail gratuit, de finalement offrir une compensation au fait que les femmes consacrent beaucoup plus de temps au travail domestique et au travail parental. Alors elle le disait effectivement dans une logique de justice sociale, pour faire en sorte que les femmes soient rémunérées pour tout le travail qu'elles apportent à notre société. Et elle le disait aussi de manière très intelligente, pour faire en sorte de rendre ce travail domestique et parental légitime et intéressant auprès des hommes qui trouvent plus heureux, en tout cas de plus en plus heureux, à rester à la maison, à se consacrer à ce travail domestique et parental, parce que selon elle, ça permettrait de faire en sorte qu'il y ait moins de guerres dans le monde. Et je trouve que c'est très à propos. Après, oui, alors, moi je suis assez certaine que, en tout cas, la guerre est un apanage masculin. Il suffit de voir les journaux aujourd'hui et qui sont les chefs de guerre. Néanmoins, c'est vrai que sur la rémunération du travail domestique, en effet, c'est intéressant, et en même temps, c'est toujours un sujet un peu sur la brèche, puisque aujourd'hui, les partis politiques ou les forces politiques qui
promeuvent cette idée de salaire domestique, elles sont plutôt anti-droits des femmes et plutôt réactionnaires. En France, c'est l'extrême droite. Et c'est vrai qu'en tant que féministe, on est toujours aussi méfiante ou en tout cas inquiète de tout ce qui viendrait ramener les femmes à la maison. Parce que, typiquement pendant le Covid, c'est vrai que c'est quand même majoritairement les femmes qui ont assuré, on avait publié un rapport à l'époque, le télétravail des femmes, c'était pas du tout le même télétravail des hommes. Le télétravail des hommes, c'était j'ai un petit bureau tout seul et je suis tranquille et je ressors à 17h. Les femmes, c'est je négocie, je fais le repas, je mets un dessin animé pendant 2 heures pour essayer d'avancer. Donc pas du tout les mêmes choses. Et c'est vrai que ce retour à la maison des femmes, il est globalement quand même négatif pour les droits des femmes. Et c'est aussi pour ça qu'on est inquiète aujourd'hui de ce phénomène que vous connaissez certainement sur les réseaux sociaux, qui est le phénomène des tradwives, donc qui sont ces influenceuses qui glamourisent à fond l'existence à la maison, le fait d'avoir il y a énormément d'enfants, de faire son pain, de faire l'éducation à la maison, enfin voilà, dans une esthétique très Instagrammable. Pour nous, elle est aussi le signe justement du sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu l'arrivée des femmes sur le marché du travail, mais on n'a pas complètement achevé notre autonomisation économique. On n'arrête pas d'expliquer tous ces chiffres qui montrent que la situation des femmes est quand même globalement moins favorable. Et à ça, la réponse des tradwives qui serait de dire en fait, regardez, on vous a vendu une promesse qui n'a pas été achevée. Vous avez été trahis. On vous a dit allez sur le marché du travail. Au final, vous êtes AESH, vous êtes à mi-temps et vous gagnez 800 € par mois. Est-ce que vous seriez pas mieux chez vous à faire votre pain avec votre mec qui prend soin de vous? Et ça, c'est un vrai défi pour nous les féministes et aussi, je pense, toutes les forces progressistes qui veulent atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, de dire attention, l'objectif c'est l'émancipation, l'objectif c'est l'autonomisation et on doit lutter contre cette tentation un peu tradwife qui sont par ailleurs, il faut voir, ce sont des discours qui ont permis l'arrivée de Trump, qui ont favorisé l'élection de Trump aux États-Unis, c'est des influenceuses qui sont très financées par des forces politiques et réactionnaires qui ont des projets de société extrêmement à l'inverse de tout ce dont on parle aujourd'hui et qui visent dans la restauration d'une forme d'ordre familial avec papa au travail et maman à la maison. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, notamment sur le phénomène des tradwives, c'est que c'est fondé sur un constat qui est réel. C'est ce que tu rappelais, c'est sur le fait qu'on nous a vendu une promesse, qu'on pouvait tout faire, on pouvait devenir absolument qui on voulait, que c'est vraiment cette logique philosophique par ailleurs qui existe de manière beaucoup plus large dans notre société. C'est le fait de quand on veut, on peut. Il y a une intellectuelle féministe qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Lorraine Berland, qui parlait de notion d'optimisme cruel. Le fait de générer chez les personnes un optimisme qui, de facto, ne peut aboutir dans notre société parce que les infrastructures ne sont pas du tout à la hauteur de ces messages. Et c'est pour ça que il y a un vrai sujet autour des discours politiques qui ont émergé, notamment depuis les années 80, autour de la notion de superwoman. On en parlait il y a quelque temps, sur le fait que les femmes pouvaient devenir absolument qui elles voulaient et qu'elles étaient en capacité totale de devenir qui elles voulaient, et la réalité qui faisait que, en fait, elles n'ont pas accès aux mêmes rémunérations, elles n'ont pas accès aux mêmes levées de fonds si jamais c'est l'entrepreneuriat qui les intéresse, que si elles demandent une augmentation, parce qu'elles demandent autant d'augmentation que les hommes. La différence entre les femmes et les hommes, c'est pas qu'elles n'osent pas négocier leur salaire, c'est pas qu'elles n'osent pas demander des augmentations, c'est qu'on leur refuse davantage. Et pas dans un premier temps. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui va demander à une entreprise, au sein de son entreprise, une augmentation de salaire pour des raisons de compétences, d'ancienneté assez évidentes, on va assez naturellement, aux deux, leur dire non. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'homme va avoir tendance à revenir à la charge, à saouler son manager jusqu'à ce que le manager craque, ou la manageuse. En revanche, la femme, peut-être qui a davantage appris la notion de consentement, quand on lui dit non, elle entend non. Et elle va s'arrêter là. Et donc, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on dit aux femmes, en fait, soyez relou,
soyez chiante, soyez difficile. Quand on vous dit non au travail, eh ben, n'entendez pas non, faites comme les mecs. Ou alors, est-ce qu'il faut dire aux mecs, ben, en fait, la notion de consentement, c'est valable aussi au travail. Et donc, quand on vous dit non, ne revenez pas à la charge pour avoir une augmentation. C'est quoi la solution finalement? Mais la solution, en fait, elle n'est pas individuelle parce que là, on est sur des sujets de développement personnel qui consistent à dire, pour s'en sortir dans ce monde-là, il faut se comporter comme ci, comme ça, ce qui est vrai, hein, pour s'en sortir dans ce monde-là, il faut se comporter en étant relou. J'adhère à ce message-là. En tout cas, c'est une réalité. Les plus relous y arrivent. Celles qui n'acceptent pas le non, qui reviennent à la charge, qui ne lâchent pas, qui ont cette espèce d'état d'esprit justement de pas lâcher le morceau. Mais celles qui n'adhèrent pas, enfin, la raison pour laquelle on pourrait ne pas adhérer à ce message, c'est de dire la solution n'est pas sur mon comportement individuel, la solution est institutionnelle, est collective, et dans l'histoire, en tout cas depuis le XXe siècle, là, je ne vais pas remonter à la préhistoire, hein, mais dans l'histoire depuis le XXe siècle, ou on va dire depuis la révolution industrielle, ce qui marche le mieux, c'est les négociations collectives. Ce qui a le plus fonctionné pour diminuer les inégalités, alors les inégalités entre ouvriers hommes, mais c'est vrai aussi pour les inégalités entre les hommes et les femmes, ou les revalorisations massives de certains métiers, c'est tout ce qui est mouvement collectif. Or, le fait syndical n'a pas cessé de reculer depuis ces dernières décennies, mais c'est là que se trouve la clé et la solution. C'est pas négocier individuellement avec son manager, c'est négocier collectivement en faisant partie d'organisations syndicales, de mouvements féministes, etc., pour avoir de think tanks pour avoir une influence sur les décisions politiques, sur la fiscalité qui s'applique. Voilà, c'est collectif. On va passer aux questions. Est-ce que, avant de passer aux questions, Floriane, tu voulais peut-être terminer cette discussion sur une note, je sais pas, ouais, optimiste. Oui, non, aussi... pour continuer ce qu'a dit Laetitia, c'est vrai que on doit agir en collectif et c'est comme ça. Et le sujet aussi, c'est d'influencer sur cet aveuglement au genre des entreprises, cet aveuglement au genre des politiques publiques qui, en effet, reposent sur ce travail gratuit. La politique publique de l'accompagnement du vieillissement et repose sur le virage domiciliaire, donc le fait que les gens vieillissent chez eux, ils vieillissent pas chez eux tout seuls, ils vieillissent avec l'aide des femmes. Donc, on a vraiment un message féministe et politique, je pense, enthousiasmant à construire, de se dire, nous, les femmes, on a cette richesse, on est porteuse de ce soin et de ce lien, et c'est vrai que c'est par cette société du soin et du lien dont qu'elle salue, en tout cas, qu'on va s'en sortir. Et je pense que agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est vraiment agir pour toute la société. Trop beau. Et encore, juste avant de passer aux questions, on peut peut-être mentionner la marche de demain qui est coportée, en tout cas en partie par la Fondation des femmes. Oui, mais demain, c'est le 8 mars. Vous pouvez marcher, la manifestation part à Stalingrad. Et puis voilà, vous pouvez aussi soutenir la Fondation des femmes qui fait une campagne pour ses 10 ans qui s'appelle Inarrêtable. On a sorti un livre qui raconte aussi ce que c'est que, en tant qu'organisation collective, se saisir globalement de cette question de l'argent pour faire progresser la politique. Quand on s'est lancé, le budget du ministère de l'égalité, il était de 25 millions d'euros. Aujourd'hui, bon, il est en baisse depuis quelques temps, mais il est à plus de 90 millions d'euros et ça fait bouger. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de lutte contre les violences faites aux femmes, aussi grâce à ce mouvement collectif qu'on porte toutes. Et l'argent, c'est un vrai sujet, donc on peut toutes et tous s'y engager. Merci. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je suis militante pour la cause féministe depuis un petit bout de temps, depuis une dizaine d'années. Et maintenant, je suis un petit peu orientée aussi sur le climat depuis quelques années. Et du coup, ça m'amène à mon point. Plus le temps passe et plus je me détache d'une vision féministe plutôt libérale. Et du coup, ça m'a un petit peu étonnée que quand on parle de femmes et d'argent, on
on mentionne pas ou peu la question du capitalisme et des structures qui sous-tendent toute la question de l'argent de manière générale. Et du coup, je me reconnais de plus en plus dans le mouvement écoféministe et tout ce que ça implique, et notamment le fait que les femmes soient aussi plus vulnérables de manière globale au changement climatique, mais aussi qu'on ne puisse pas différencier les questions de féminisme, mais aussi des questions de racialisation. Je pense qu'il y a une vraie question autour de ça, même si en France, c'est encore un petit peu tabou. Donc, je voulais savoir aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, dans vos parcours, c'est aussi des questions que vous avez étudiées, la question justement des structures qui sous-tendent la relation des femmes à l'argent et une chose qui a été mentionnée aussi, c'est la notion d'empowerment et comment dire, d'émancipation des femmes. Et moi, c'est peut-être quelque chose avec, que j'ai l'impression, et j'ai peut-être tort, mais qu'on associe aussi à un petit peu une vision individualiste de la question féministe, où pour moi, il y a vraiment un rapport au collectif qui est extrêmement important. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez et si c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez, vous, indépendamment dans vos recherches. Merci. Alors, c'est très riche. Donc, oui, sur le... Non, là, justement, sur le fait que... Alors, sur l'écoféminisme, oui, c'est très important en effet, et c'est vrai que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur en France. En tout cas, il y a de plus en plus d'associations qui se développent sur cette comparaison, et je trouve que quand on s'intéresse aux deux, moi je suis pas une experte de l'écoféminisme, même si je suis ce que font mes collègues sur le sujet, c'est extrêmement important de voir comme c'est la même logique de domination, en effet, qu'on a pu voir dans le capitalisme que dans l'épuisement des ressources de la Terre. Et comme aussi, à nouveau, les femmes sont à la fois les plus exposées à ces changements. Il y a un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui date de 2 ou 3 ans, qui vient étudier ça, comme c'est important de faire un lien entre genre et climat, puisque les femmes sont les plus exposées au changement climatique, et elles sont aussi les plus sollicitées pour en assurer la réponse. D'une autre manière aussi, même à la maison, comme on voit quand on parlait de ce travail domestique gratuit, et ben c'est aussi elles qui assurent un peu cette, je sais pas comment ça doit avoir un nom, mais cette forme de charge environnementale, où lorsqu'il y a une transition écologique qui essaye d'être faite au niveau individuel, finalement c'est elles qui vont acheter du vrac, faire des choix de couches lavables, etc. Elles sont quand même les principales actrices aussi. En revanche, et c'est là où c'est extrêmement important de se détacher du niveau individuel, comme pour l'économie et pour la question de l'argent des femmes, c'est que là aussi la réponse elle est collective, elle est institutionnelle, et c'est vrai qu'on aura beau acheter nos petits sacs de vrac, ça résoudra pas la question de la transition climatique, du changement climatique. Moi j'ai le sentiment, mais peut-être que ça s'est pas tant sorti ici, parce que quand même, en tout cas, on travaille quand même collectivement sur une approche collective des femmes, y compris les femmes les plus pauvres, et de comment on agit pour l'émancipation économique de toutes, c'est-à-dire de faire en sorte que vraiment les femmes, en tant que groupe, on inverse la balance, ou en tout cas on la rétablit, parce qu'il y a une vraie inégalité économique entre femmes et hommes, et ça passe par du collectif, et ça passe par des appels institutionnels et des changements de politique publique. Mais j'entends aussi, c'est vrai, cette critique sur l'individu. Je pense qu'ici, aujourd'hui, on a essayé de faire un peu les deux. Je crois que c'est quand même de nos vies à nous dont on parle. Donc, c'est aussi normal chaque réflexion. Enfin, c'est ça qui est beau aussi dans le mouvement féministe et dans tous ces mouvements de justice sociale. C'est qu'on part quand même de l'individuel pour arriver au collectif. Vraiment, je ne sais plus. C'était pas du tout construit. Je suis désolée, mais globalement, un peu mes idées comme 3 notes. Je sais pas Oui, si tu veux. petite réaction sur ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut aussi regarder, parce qu'on a parlé de ségrégation professionnelle, ce dont on n'a pas tellement parlé, c'est division internationale du travail, c'est-à-dire, et division internationale dans la ségrégation aussi. Donc, les vêtements que l'on porte sont faits par des femmes, majoritairement par des femmes, au Bangladesh, au Pakistan, voilà, etc. Quand on a cette carrière continue dans des métiers valorisés, etc., en général, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de vos enfants, de vos parents, de vos vieux parents, etc. Et cette personne a beaucoup de chance d'être une personne issue de l'immigration, venant d'un pays qui a été autrefois dominé. Donc, on en revient toujours
qui est toujours, oui, enfin, quand je dis autrefois, je parle de l'histoire de la colonisation et on en revient toujours évidemment à Silvia Federici, la reine, voilà, la reine, notre reine à tous, qui fait bien le lien entre ça, hein, et qui parle énormément d'histoire de la colonisation. Et donc il en reste des traces absolument partout, toujours maintenant. Et voilà, c'était juste la petite réaction que je voulais ajouter pour penser à ce qui se passe non seulement entre femmes et hommes, mais aussi entre femmes de différents pays ou issus de différents pays. Et effectivement, peut-être pour compléter sur cette remarque, notamment sur le lien entre l'individu et la notion de groupe, je pense que ce qui nous importait dans cette table ronde et puis même tout au long de ce week-end, c'est de mettre en lumière justement sur un même plan, d'un côté, tous les discours qui encouragent les femmes à oser davantage, qui encouragent les femmes à s'enrichir, même, c'est des termes qui sont utilisés, et en même temps, le fait que, d'un point de vue sociétal, on donne pas du tout les moyens à ces mêmes individus de faire en sorte d'y arriver. Et effectivement, pour faire en sorte pas forcément de s'émanciper, mais de faire en sorte que les infrastructures qu'on a aujourd'hui n'existe plus en tant que tel. Ce qu'il faut, c'est effectivement un effort collectif, c'est des syndicats, c'est des actions collectives. Et en fait, le discours individuel dans ce cadre-là, et en tout cas dans une société capitaliste, libérale, le discours individuel ne sert pas à grand-chose. En tout cas, il sert à une personne parmi des millions de personnes et c'est pas suffisant. Et il peut même desservir, c'est-à-dire qu'il ajoute par la force de l'injonction le sentiment de culpabilité à celles qui n'y arrivent pas. Et ce sentiment de culpabilité, il est partagé par beaucoup de personnes qui se ressentent comme féministes, mais qui disent « Oh, je suis nulle, j'y arrive pas, enfin, je sais où je devrais être et j'y suis pas. » Et parce que les épreuves de la vie, quand elles vous tombent dessus, c'est pas une question de se prendre en main. Quand vous avez un parent en fin de vie et que vous l'accompagnez les dernières années et que ça freine de fait votre carrière, il n'y a pas grand chose que, enfin, les conseils qu'on vous donne ne servent pas à grand chose en fait. Enfin, ce qui vous servirait, c'est un système de santé très solide, c'est des aides à domicile qui seraient financées par nos impôts, c'est toutes sortes de services publics, c'est l'accès, voilà, le fait qu'on prenne soin de vos enfants aussi, que vous ne soyez pas dans un désert médical, parce que si on ajoute à la charge de l'aidant le fait de vivre dans un désert médical, vous rajoutez, je sais pas, une journée pour chaque rendez-vous médical. C'est une journée de moins qui n'est pas travaillée, pendant laquelle vous n'êtes pas payé, sur laquelle vous n'avez pas de cotisation pour votre retraite de demain, et vous n'y pouvez rien. Il faut faire ce trajet pour accompagner, soit vous-même d'ailleurs si vous êtes malade, soit vos parents ou autres chez le médecin. Donc voilà, on ne fait pas le lien entre les déserts médicaux et les revenus. Il y a un lien évident, c'est le temps que vous passez à vous soigner ou le temps que vous passez à subir une maladie qui vous empêche de travailler parce que vous n'êtes pas soigné. Enfin, donc ces choses-là, ces infrastructures collectives de soins, elles sont absolument le ciment sur lequel on va construire tout le reste, mais sans ça, en fait, aucun discours féministe s'adressant aux individus ne fonctionnera, en fait, ou ne suffira. Ok, merci beaucoup pour votre intervention, c'est très intéressant. Là où on parle de femmes, d'argent et pouvoir économique, ça me fait revenir sur la théorie de Christine Delphi, sur la théorie d'exploitation, où on pose déjà au XXe siècle, où on posait déjà en fait, mis à part la place de la femme et aussi le poids du capitalisme dans la famille, dans la construction de la famille même. Et on avait mis l'accent sur le travail gratuit des femmes. Et parallèlement, je vais, avant de poser la question, Christina Delphi avait parlé, en fait, par rapport à toutes ces exploitations qui existent dans la famille, le travail gratuit des femmes, l'exploitation de la femme dans la famille et aussi l'exploitation du travail de la femme. Et on revient aussi avec l'approche de la division sexuelle du travail de Daniel Kergoat. Donc, et à la fin de la position de ces deux auteurs cités, de ces deux féministes cités, on a parlé de la classe des femmes, la classe sociale des femmes. Actuellement, au XXe siècle, que pensez-vous? Est-ce qu'on devrait nous concentrer pour alimenter ou créer une classe sociale des femmes?
Merci. Moi, crois je ne sais pas si j'ai de réponse, mais juste merci d'avoir cité Christine Delphi, qui est vraiment une penseuse féministe qu'on cite pas assez et à qui on pense pas assez, et qui est vraiment a pensé cette division, enfin la domination. Je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas dit, c'est vrai, peut-être parce qu'on a la cité et qu'on essaye d'être institutionnel, mais en fait, voilà, en tout cas moi en tant que féministe, je considère que le patriarcat est quand même à l'origine de ces divisions et de ces inégalités qu'on subit. Voilà, je ne sais pas s'il faut une classe sociale des femmes. C'est vrai qu'en tout cas, il faut se penser en tant que groupe femmes. Et le groupe des femmes, c'est le seul groupe majoritaire qui est vraiment traité comme un groupe minoritaire. Là, il y a les municipales dans quelques temps. On voit à quel point, par exemple, 60%, je crois plus de 60% des maires sont des hommes. On a encore, c'est l'histoire d'une reconquête, si je peux me permettre, de nos droits et de cette égalité. Et aujourd'hui, ce groupe social femmes, il est souvent invisibilisé par ceux qui font les politiques publiques. C'est vrai que vous allez à Bercy, vous croisez quand même que des hommes, quoi. Donc, compliqué pour eux de penser peut-être la vie réelle des femmes. Et on doit en permanence demander une sorte de traitement particulier pour des situations qui sont quand même universelles, enfin en tout cas très partagées, comme la maternité, la parentalité, les danses. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est comment on rétablit collectivement, on décrète que prendre soin de ses enfants, prendre soin de ses parents, ce n'est pas l'apanage des femmes, c'est pas un privilège féminin, parce qu'en plus c'est quelque chose qui coûte à tous les sens du terme, mais c'est un sujet de société. Et c'est vrai que c'est sur ce soin-là aussi que nos politiques publiques aujourd'hui libérales cassent en premier quand il s'agit de faire des économies budgétaires. Oui, bonjour. J'étais très contente d'entendre les études qui sont faites pour les femmes. Moi-même, je me suis amusée de faire des calculs sur le travail invisible associatif et aidant, et j'ai chiffré ça à 3,8% du PIB. Je ne l'ai pas séparé entre hommes et femmes, je suis pas allée jusqu'à là, mais en tout cas, je suis très contente d'entendre que d'autres études sont faites dans le sens. Vous parlez de travail collectif, de pensée collective, etc., mais elle est à très court terme du fait de nos politiques. Du coup, je ne sais pas si vous êtes intégrés dans le groupe de réflexion qui réfléchit sur nos retraites, projets sociétal, etc. Et comment voulez-vous notre place à nous les femmes et tous ces débats sociétals qui doivent être posés aujourd'hui pour les 100 ans prochaines et pas de raccommodage de court terme, etc. Donc, voyez-vous une tendance? Voyez-vous une issue et voyez-vous vraiment une prise en compte? J'ai partagé mon travail avec des parlementaires et je sais que certains prennent ça dans leur débat et pensaient, mais il n'y a rien de concret qui est fait par rapport à ce travail et il est temps que ça change. Justement pour des retraites, justement pour travail mental, ne serait-ce que ça. En fait, il n'y a même pas de cadre qui accompagne les femmes qui se lancent dans ce genre d'accompagnement d'un aidant ou même associatif, puisqu'elles veulent s'exprimer et il n'y a que l'associatif qui permet des fois d'être socialement rattaché. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée parce qu'il y a plein de petits bribes, mais c'est juste une tendance, un issue de ça. Peut-être, si ça vous dérange pas, avant de répondre, on va prendre une autre question vu qu'il reste. Ce que j'allais dire, l'idée c'est d'être vraiment concise. Et si on peut prendre encore 2 questions, parce qu'après, juste pour vous dire qu'on enchaîne à 16h30 avec une autre thématique et un autre sujet. Donc voilà, les 2 prochaines questions assez courtes. Je vous remercie. Bonjour. Oui, bonjour, je suis doctorante en droit et je me permettrai de faire 2-3 remarques. Nous n'avons pas évoqué le premier lien entre classe sociale et effectivement femmes, pouvoir enfin pouvoir économique et j'ajouterai politique et argent, puisque
par exemple, quand il y avait la loi Rixin sur le quota de femmes dans les conseils d'administration, ce qu'on n'a pas effectivement mis en exergue, c'est le fait qu'il y ait certaines femmes qui puissent, entre guillemets, casser, entre guillemets, ce plafond de verre. Mais nous parlons de quelles femmes, de quel milieu, de quelle origine. Et on voit que c'est effectivement des classes bourgeoises issues de milieux dominants. Et deuxième point qui est lié, c'est effectivement aussi de parler de la nécessaire masculinisation des femmes qui accèdent au pouvoir et la violation de leur féminité. Ça a un prix d'avoir du pouvoir. D'accord ? Notamment dans le monde judiciaire. On parlait des statistiques. Les statistiques, vous voyez qu'il y a des milieux qui se féminisent. C'est à la limite de l'insulte. Par exemple, dans le monde de la magistrature, il y a plus de 60% de magistrates. Oh oui, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est une dévalorisation lorsque vous parlez dans les couloirs des tribunaux. Parce que ça n'est plus un travail privilégié, ça n'est plus une profession privilégiée. C'est la même chose pour les professeurs agrégés de droit. Vous voyez les pourcentages, ils sont catastrophiques, humiliants. Il y a moins de 2% de professeurs agrégés. Pour quelle raison ? Parce que c'est encore des pouvoirs décisionnels avec effectivement un type de structure qui est masculiniste. Je le dis très clairement, je fais partie du monde du droit, c'est masculiniste. Donc il y a aussi ce lien à faire. C'est-à-dire qu'on gagne peut-être dans l'opinion publique à sortir des statistiques qui effectivement mettent en exergue une forme de féminisation. Mais est-ce que c'est une avancée ? Est-ce que c'est une avancée ? Et ça rejoint un petit peu ce que l'intervention de la dame, c'est oui, on nous écoute, c'est très bien, mais quelle est l'effectivité de cette écoute ? Est-ce que sur le plan politique, cela sert les femmes ? Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Merci à vous. Alors, je vais essayer de poser une question. Voilà pourquoi je n'ai pas présenté la conférence. Pour rebondir à ce que vous venez de dire, c'est la même chose dans le journalisme, c'est la même chose dans beaucoup de métiers, cette féminisation. Et j'avais envie de dire un gros mot quelque part, peut-être aujourd'hui, mais en quoi il est nécessaire de penser la place des hommes dans tout ce débat pour les associer. Parce qu'en fait, vous parlez de négation de la féminité des femmes pour qu'elles accèdent au pouvoir. Mais où est-ce qu'il ne faut pas donner un peu de place à la pluralité des hommes et à peut-être leur côté féminin pour changer toutes les instances de pouvoir économique, etc. et finalement changer la société. Ce qui rejoint peut-être la question écoféministe de Madame au départ. Vous avez tout retenu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout se reboucle finalement entre nous. Et je partage le fait que quand le sommet de la pyramide reste masculin, même s'il faut continuer à inclure les hommes, en effet, les standards restent masculins et c'est bien le problème. Et moi, peut-être pour finir sur quelque chose d'un peu positif, on a beaucoup parlé et je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites au quotidien et pour cet état des lieux parce qu'il est important de parler des inégalités pour que les lignes changent. Moi, il y a une question que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, on sait que les 2/3 des richesses vont passer majoritairement, des baby-boomers vont passer majoritairement dans les mains des femmes d'ici à 2030. On voit bien que nos amis, les banquiers, les assureurs font énormément d'études sur mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien vouloir les femmes en termes de produits financiers. Et je me dis, est-ce que ce serait pas intéressant aussi que les femmes peut-être se rendent compte, et je voudrais vraiment avoir votre point de vue sur la question, du fait qu'aujourd'hui, elles sont peut-être aussi plus que jamais en position de force pour faire en sorte qu'on intègre une finance qui leur ressemble et une finance qui s'adapte à leur code. Et je ne sais pas si les femmes sont toujours très conscientes de ça, du fait que certes, il y a des inégalités, mais qu'on arrive peut-être à un moment aussi du système où leur voix compte, elles peuvent faire entendre leur voix et peut-être elles sont en position de force pour faire bouger les lignes. Voilà, c'est peut-être pour rester sur une note un peu positive. Et merci à toutes. Juste une référence bibliographique, la volonté de changer de Bell Hooks, je ne sais pas si vous connaissez, qui introduit justement le rôle des hommes et le fait qu'ils sont également victimes de la situation parce qu'ils sont aussi obligés de se comporter comme des hommes et de répondre aux stéréotypes masculins dominants, violents, etc. C'est très intéressant à lire. L'horaire de la marche demain, place Stalingrad. 14h, il me semble. 14h, merci. Place de Stalingrad République par Lafayette.
Tant que j'ai le micro, j'essaye de répondre un petit peu. Alors, déjà, c'était un état des lieux sommaire, évidemment, et en 1h30, on ne peut pas répondre à tout. Je pense qu'on pourrait continuer à parler pendant des heures et des heures. Donc, évidemment, malheureusement, la table ronde, merci pour vos contributions, puisque notre échange ne prétendait pas à l'exhaustivité, et il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire aussi sur l'issue de ce qu'on fait. C'est vrai que je pense qu'en tout cas, du point de vue Fondation des femmes, c'est vrai qu'on voit à quel point on a besoin de rappeler qu'il faut adopter une perspective féministe pour certaines politiques publiques. Typiquement, vous parliez du chiffrage. Je pense que le corps, qui est l'organe qui travaille sur les retraites, n'a pas d'experte féministe en son sein. Enfin, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que clairement, on a besoin de vision, en tout cas, pour voir les choses globalement. Et puis, il y a eu toutes ces interventions sur les normes masculines du pouvoir, qu'on constate en effet partout, dans la magistrature, dans le journalisme. Moi, j'ai pas de réponse, si ce n'est que je les constate avec vous. Ce qui m'interroge aussi, c'est que finalement, en creux, on a aussi la question de la virilité, et c'est vrai que Lucille Peytavin, avec qui on travaille aussi, a fait ce travail qui s'appelle le coût de la virilité, et qui montre à quel point tous ces comportements qui coûtent aux femmes, qui coûtent aux hommes, qui sont normatifs, donc ces comportements normatifs virils où on attend cette expression de la domination, cette expression de pouvoir, et finalement amène aussi à des comportements qui coûtent à la société. Et c'est pour ça que nous, on était plutôt dans la description inverse de tout ce qu'on pourrait éviter. Je crois que ils sont à l'origine de 80% des accidents de travail, non pas des accidents de travail, des accidents de voiture, des comportements criminels, et qu'on est vraiment aujourd'hui dans une société construite effectivement autour aussi de ces comportements virils qui sont toxiques pour tous et toutes. Je sais pas si tu vas... C'est compliqué de répondre à toutes ces questions à la suite. Mais je suis peut-être sur une petite note positive, parce que là, on a entendu des choses qui étaient très intéressantes, et on peut vite avoir envie de se dire, finalement, effectivement, comme en bas de la pyramide, il y a des femmes, que ce soit... alors, il y avait l'exemple du monde du droit, mais l'exemple du monde de l'éducation, c'est pareil. C'est-à-dire que l'essentiel des profs sont des femmes, mais par contre, les profs agrégés, déjà, et surtout les profs en classe préparatoire, encore un peu moins. Les profs, voilà. Puis après, agrégés, titulaires à l'université, etc., etc. Et puis, hop, là, tout d'un coup, il y a proportion de femmes qui diminue, et les personnes qui prennent des décisions, et les personnes qui... Là, tout de suite, les proportions changent, même dans les mondes très féminins. C'est pareil en médecine. La médecine, c'est pareil. C'est que maintenant, c'est un métier majoritairement féminin. La majorité des nouveaux médecins sont des femmes. Or, parmi les personnes qui prennent les décisions, qui sont dans on va dire, les branches les plus prestigieuses, rémunérées et associées au pouvoir, on a une majorité d'hommes. Et là, on pourrait se baisser les bras et se dire, oui, en fait, ça sert à rien d'y aller, en fait, ni dans le droit, ni dans la médecine. Non, en fait, si. Il y a plein de choses qui sont quand même des signes dont on doit se saisir. C'est que ce discours sur l'absence de pouvoir, en fait, il est délétère, puisqu'il nous tétanise, il nous paralyse, et la paralysie est le meilleur allié du patriarcat. Ne soyons pas paralysés, on a du pouvoir. D'abord, on est 52%, on est la majorité. Plus on vieillit, plus on va être nombreuses par rapport aux hommes. Donc, on est plus nombreuses, on est la majorité. Si on vote, déjà, on est plus nombreuses. Voilà. Après, évidemment, on peut analyser les comportements de vote de manière sociologique, c'est pas très clair, mais en tout cas, on est une majorité. Ensuite, Madame a parlé de ce qu'on appelle le grand transfert de richesse. Alors, je ne suis pas absolument convaincue que ce soit 2 tiers, 1 tiers, mais effectivement, il y a une majorité des prochains héritages qui vont aller, en fait, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc, les hommes, parmi les plus âgées, les générations aujourd'hui les plus âgées, vont mourir avant leurs femmes, compagnes, etc. Donc, une partie de la richesse ne va pas aller seulement aux enfants, mais vont aller aux conjointes. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui va aller dans les mains des femmes, parmi la génération qu'il a, et parmi les boomers, encore une fois. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'idée qu'est-ce que les femmes vont faire de cet argent. Alors, beaucoup de fantasmes, parce que, en fait... Acheter des chaussures. Ouais, voilà, évidemment, elles vont faire...
Mais en tout cas, ça incite et ça tire toutes sortes effectivement de comportements de marketing, etc. pour dire bah oui, les femmes aussi elles ont de l'argent, donc ça c'est quelque chose de positif. Et même quand on en a moins, on en a et on a le pouvoir de son argent. On a le pouvoir de dire je ne consomme ça, je ne consomme pas ça, je boycotte ça, etc. Donc on a ce pouvoir. Donc on a pour résumer, on a le pouvoir politique, on vote, on est plus nombreuses. On a le pouvoir économique, son argent, quand on peut en disposer, on en fait ce qu'on veut. On a le pouvoir syndical, on travaille, on a le pouvoir de dire non, on a le pouvoir de partir parfois, on a le pouvoir, voilà ce qu'on appelle le exit, le dire je m'en vais, je me lève et je me casse. On a plus de pouvoir à soi qu'on veut bien le penser. Au moins dans certaines dimensions du pouvoir à soi. Et certaines dimensions du pouvoir à soi, c'est bien de se le rappeler. Et plus on se rappelle qu'on a du pouvoir, plus on en a. Il y a une dimension performative dans le fait de se répéter « j'ai du pouvoir ». Et le fait de se répéter « je n'ai pas de pouvoir », à l'inverse, est quelque chose qui paralyse, qui tétanise et qui en enlève davantage. Donc peut-être répétons-nous un peu, en fait, on en a quand même du pouvoir. Et Marie-Éloi, pour la citer et faire la transition avec la table ronde qui suit, le dit toujours, elle rappelle la fameuse grève des Islandaises, toi aussi tu le rappelles souvent, hein, le pouvoir de s'arrêter pendant un moment, de faire tout ce qu'on fait, gratuitement ou pas d'ailleurs, ça rappelle l'immense pouvoir qu'on a, qui est déjà celui qui est que la société repose sur les épaules des femmes. Et donc quand tout d'un coup on baisse l'épaule, on voit le pouvoir qu'on a parce que tout s'effondre. Donc voilà, on a du pouvoir, répétons-nous, on a un pouvoir à soi, même quand on a un peu moins d'argent, on a du pouvoir.